Salut tout le monde, c'est Victor. Aujourd'hui, on se retrouve après un moment d'attente avec un nouvel épisode de Vite ton sec. Un épisode très particulier puisque je ne suis pas avec un joueur de foot cette fois-ci, avec un arbitre en la personne de monsieur Karim Abed. Karim, comment ça va? Bah écoutez, très bien. Donc là, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement en quelques mots pour ceux qui regardent la vidéo. Bah écoutez, je m'appelle Karim Abed, donc j'ai 31 ans. Je suis originaire en fait du sud de la France. Plus particulièrement Brignoles. Au niveau de ton parcours d'arbitre, est-ce que tu peux nous dire à peu près quand est-ce que ça a commencé? Déjà si tu étais joueur toi-même avant, et comment ça t'est venu cette passion de l'arbitrage et comment tu as gravi les échelons jusqu'à devenir arbitre de Ligue 1 aujourd'hui? Donc en termes de parcours, en fait, moi j'étais joueur jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et au niveau amateur, bien souvent il manque des arbitres assistants. On a un arbitre officiel. Et on a besoin de 2 arbitres assistants qui sont bénévoles. Mon club me sollicitait pour combler en fait le manque d'arbitres. Après, comment ça se fait? Comment t'as gravi les échelons? Comment tu t'es dit, vas-y, je veux essayer d'être arbitre central? Alors en fait, un jour, il y avait un observateur qui était là pour examiner l'arbitre central. Donc l'observateur en fait a constaté que voilà que ça me plaisait et il m'a posé la question est-ce que je voulais assister en fait au cours d'arbitrage et voilà donc c'est parti de là. Donc quand on est joueur de foot, on a souvent une référence à un joueur à qui on veut ressembler, qu'on veut imiter sur le terrain. Est-ce que toi, en tant qu'arbitre, tu avais une référence en termes d'arbitre? Je pense forcément, par exemple, à Pierluigi Collina. Est-ce que toi, tu as eu des références comme ça? Oui, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, donc Pierluigi Collina faisait partie des top arbitres mondiaux et européens. Donc oui, c'est sûr que quand on débute dans l'arbitrage, on a toujours voilà l'envie de ressembler aux meilleurs arbitres. Tu as eu une évolution assez rapide, comme on disait tout à l'heure, il y a 6-7 ans, tu étais encore en DH. Comment ça se passe? Comment on monte les échelons aussi rapidement justement? Et c'est quoi le processus pour devenir un arbitre FIFA aujourd'hui? Est-ce que comme tu l'es, est-ce qu'il y a des certifications, des diplômes, des choses comme ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que la commission donc fédérale d'arbitrage avec la direction technique d'arbitrage a décidé d'accélérer un petit peu le processus normal pour accéder au niveau supérieur. Donc concrètement, dans le passé, il fallait à peu près une année complète pour accéder à la catégorie supérieure. Et les deux, donc la commission fédérale et la direction technique de l'arbitrage, ont mis un processus en place pour aller plus vite. Et donc moi, j'ai pu bénéficier de cette promotion accélérée. Donc concrètement, voilà. Donc pour faire simple, j'ai passé 6 mois en CFA, CFA2, 6 mois en national et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir accéder en Ligue 2. En Ligue 2 directement. Donc une évolution tous les 6 mois, c'est quand même assez rapide. Comment ça se passe? T'as des examens justement? T'as des observateurs qui sont là pour te faire remonter en grade? Alors en fait, on a un observateur qui est dans le stade, qui effectue un rapport de détection. Et suite à cela, donc la direction technique de l'arbitrage nomme 2 observateurs pour examiner en fait le potentiel de l'arbitre. Aujourd'hui, le monde du foot, on le connaît très bien. On entend souvent parler de montants faramineux, des joueurs qui sont professionnels. En tant qu'arbitre professionnel, est-ce qu'on peut en vivre ou est-ce que tu as un métier à côté? J'ai pas de métier à côté. Okay. Donc j'ai décidé en fait de me consacrer entièrement à l'arbitrage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, les arbitres sont professionnels, donc on signe un contrat avec la Fédération française de football, et ça nous permet voilà de nous consacrer davantage à notre passion. Voilà, ça c'était le premier parallèle avec les joueurs professionnels. Le deuxième, c'est que vous êtes tous les deux maintenant considérés comme de vrais athlètes avec des matchs d'à plus de 10 km par match. Vous faites autant de sprints, de courses à haute intensité. Et aussi la pression qui s'intensifie avec les médias, avec l'enjeu des matchs, etc. Comment on se prépare pour un match aussi bien physiquement que mentalement? Alors sur le plan physique, on est accompagné par des coachs sportifs et on a un examen en fait médical chaque début de saison qui nous permet en fait d'évaluer nos performances athlétiques. Et en fonction de nos performances athlétiques, les 2 coachs mettent un programme bien spécifique qui nous permet voilà de performer sur les matchs. Okay. Et donc vous vous entraînez chacun de votre côté ou il y a des regroupements d'arbitres? On a des entraînements en fait qui sont personnalisés au domicile et on a également des entraînements en commun avec tous les arbitres de Ligue 1. Sur la préparation mentale, chaque arbitre est libre de pratiquer comme bon lui semble. Okay. Est-ce que tu as mis des petites choses en place toi par exemple? Non, moi j'ai une personne qui me suit sur le plan mental. Donc là cette semaine tu vas arbitrer un match. Combien de temps est-ce que tu sais par exemple quel match tu vas arbitrer? Combien de temps avant tu le sais? Alors on le sait à peu près 10 jours avant, officieusement. Et
officiellement, on le sait 6 jours avant. Et donc, une semaine type de préparation de match, à peu près, ça va ressembler à quoi? Une semaine type, donc c'est un entraînement quasiment tous les jours. Ouais. Donc avec un entraînement à forte intensité, un entraînement avec un renforcement musculaire, de la prévention de blessures, un petit peu de foncier, de la vivacité. Ça se rapproche beaucoup de ce que peuvent faire les joueurs sur une semaine type. Est-ce que toi aussi tu vas analyser des vidéos pour préparer tes matchs le week-end? Donc oui, effectivement, il y a une plateforme qui nous permet en fait de rechercher toutes les stratégies qui sont mises en place par les équipes. Et ça nous permet aussi également de mieux connaître les équipes qu'on va arbitrer, donc d'essayer d'être préparé à ce qui peut arriver sur la rencontre. Avant d'aborder des équipements, j'ai une dernière question sur l'arbitrage en lui-même. Maintenant, vous êtes considéré comme une équipe d'arbitres, avec les arbitres de touche, la VAR, etc., le quatrième arbitre. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui choisis les personnes avec qui tu veux arbitrer? Est-ce que ça change tous les week-ends? Alors, l'arbitre central a la possibilité de choisir une team sur le championnat de Ligue 1 et également sur les rencontres européennes. Est-ce que toi, tu as des personnes avec qui tu travailles régulièrement? Alors d'aujourd'hui, non. Mais j'espère que dans le futur, j'aurai la possibilité de créer une team. C'est quelque chose qui prend du temps? Oui, ça prend du temps. Donc là maintenant, on va partir dans le vestiaire. On va voir avec quel équipement tu t'équipes et comment tu t'équipes pour arbitrer. Okay. Avec plaisir. Donc là, ça y est, on est dans le vestiaire. Quelques heures, quelques minutes du coup d'envoi. Comment est-ce que tu te prépares? Quels sont tes équipements? Je te laisse déballer ton Alors, sac. comment je me prépare? Donc déjà, j'arrive 2 heures avant le coup d'envoi. Okay. Donc, il y a en fait un chauffeur qui vient nous chercher à l'hôtel et qui nous ramène directement au stade. 2 heures avant, ça fait quand même un bon bout de temps avant le coup d'envoi. Il y a beaucoup de travail en amont une fois que tu es sur le stade. Avant, donc ça nous permet en fait une recherche de confort et de pas être pressé. Et on a également l'inspection du terrain effectuée et on a tous les tests audio et tous les tests avec la vidéo également qu'on doit effectuer avant le coup d'envoi. Donc vient ensuite le moment où tu te retrouves dans le vestiaire, prêt à t'équiper. Par quoi tu commences? Donc déjà, j'ouvre mon sac. Ouais, bien sûr. Après un petit café. Donc voilà. Donc voilà. Par quoi je commence? J'ai pas d'ordre précis. Non, j'ai pas d'ordre précis. Voilà, le sac est ouvert. Hop. Donc là, pour le coup, c'est pas comme les joueurs, il n'y a pas d'intendant qui prépare tout ton vestiaire. Non. T'arrives avec tes affaires. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait demander en fait aux instances. Non, je rigole, c'est la petite boutade. Le premier équipement, en fait, c'est tout ce qui est drapeau électronique pour les arbitres assistants. Donc voilà. Hop. Ok. C'est bon ça. Donc c'est toi qui amènes les arbitres, les drapeaux des assistants? Oui. Ouais. Ok. C'est toi qui as tout l'équipement. Ouais, c'est moi qui fournis l'équipement aux arbitres assistants. Ok. Donc je vois ça, le petit bip, qu'est-ce que c'est? Alors, le petit bip, en fait, c'est un récepteur que je vais poser ici. En fait, ça permet à l'arbitre assistant, lorsqu'il y a une faute, lorsqu'il y a un hors-jeu, de me le signaler et d'attirer en fait mon attention. Okay. Donc, il va appuyer en fait ici, et ça va émettre en fait un son. Un son, vibration aussi? Voilà, tout à fait, un son avec une vibration. C'est assez fort. Ok. Voilà. On a commencé par la technologie, on va continuer dans ce sens. Il y a aussi la montre pour la goal line. Alors, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça marque? Ça fait du son aussi? Alors là, en fait, la montre, elle est fournie par la société directement au stade. On la reçoit 2 heures avant le coup d'envoi et c'est pour ça que l'arbitre en fait effectue les tests de la GLT pour voir si tout fonctionne. Donc 2 heures avant le coup d'envoi, au moment de l'inspection du terrain, l'arbitre fait un test avec le ballon pour voir s'il y a bien une vibration au niveau de la montre. C'est la même montre que vous avez pour ça et pour le chrono également? Ou non, deux montres différentes. Une montre pour le chrono et une montre pour la GLT. Quand il y a un but, il y a la vibration, il y a un message qui s'affiche également ou... Oui. Ouais. Alors, lorsqu'il y a un but, on reçoit un message avec une vibration indiquant goal, goal, goal. Ok, d'accord. Donc on va continuer encore une fois dans la technologie. Il y a aussi tout ce qui est oreillette avec le récepteur sur le short. Ouais. Ça reste assez lourd, c'est dérangeant ou... Pour ma part, non, c'est pas dérangeant, mais si vous voulez, je peux vous présenter en fait tout ce qui est équipement de communication. Donc voilà, donc ça, en fait, c'est la sacoche de communication. Donc voilà. Comment ça marche? Comment ça se passe? Comment ça marche? Donc chaque arbitre reçoit un boîtier qui est accompagné en fait d'un micro-oreillette. Ouais, micro-oreillette. Donc on le branche à ce niveau-là. D'accord. On l'allume. On met un adaptateur. Ok. Et le micro directement. Le micro directement. Voilà. C'est différent que pendant l'interview en fait, il y a juste l'oreillette en plus. Et voilà, tout à fait. Exactement la même chose. Tout à fait. Et par contre, ça sera accompagné d'un brassard posé comme ça.
et l'arbitre va le mettre à ce niveau-là. Ok. Donc là, on aura l'émetteur en fait du bip drapeau. sonore, Ok. voilà, des drapeaux. Et là, on aura en fait plutôt le récepteur, ouais, Ok. parce que l'émetteur c'est, on aura le récepteur en fait du kit Ok. Oriel. Ça fait beaucoup d'équipements, vous êtes quasiment autant, voire même plus équipés que les joueurs sur le terrain du coup. On est plus équipé Plus que les équipé, joueurs ouais. sur le terrain parce qu'on a également aussi une bombe, le spray là pour mettre à distance. Exactement, j'allais venir juste après. Ça a révolutionné, tu penses, les coups francs, il y a moins de triche, on va dire? Non, c'est pas qu'il y a spécialement moins de triche, mais l'avantage c'est que ça permet de matérialiser en fait une Ouais. distance. Donc c'est en fait une aide également pour l'arbitre. Donc là, comme pour les drapeaux, c'est toi qui équipes tout le monde ou t'as que ton équipement? En fait, là en l'occurrence, moi j'ai les boîtiers pour tous les arbitres. Ok. Je serai également en contact avec la vidéo, donc le centre vidéo sur Paris, Ok. le Replay Center. Et voilà, donc on est en communication. Donc les 4 arbitres plus les 2 arbitres vidéo qui se trouvent au Replay Center. Après, on va voir tous les équipements qui sont un peu plus iconiques de l'arbitrage. Je pense notamment au sifflet, au carton. Comment ça se passe là encore? Vous êtes fournis? Là, c'est chaque arbitre achète son carton, ses sifflets. Ok. La seule chose qui est fournie, en fait, c'est le macaron, Ok, d'accord. les cuissons de l'arbitre. Ok. Petit carnet, crayon, pareil, c'est le C'est nous qui achetons directement Ok. carnet. dernier équipement de ce genre que je voulais aborder, la pièce pour faire le toss au début du match. Là, c'est pareil, c'est n'importe quelle pièce de monnaie, c'est quelque chose de... Je vais te la présenter tout à l'heure, si tu veux bien. Ouais. Et en fait, c'est une dotation de la fédération Ok. ou directement de l'UEFA. Ok, donc c'est pas une pièce de monnaie, il y a vraiment quelque chose de particulier dessus. ouais, Ok. exactement. Ok, donc on va reprendre là où on en était, avec la pièce. Donc là, je vois qu'en effet, c'est vraiment pas une pièce de monnaie. Comment ça se passe, le toss? Il y a des petits rituels, des petits... Je vais te laisser la découvrir. Ouais. Hop. Donc voilà, donc tu as 2 facettes. Différentes. Ouais, vraiment pas de doute, on va pas se confondre sur le pile ou le face, il y a 2 couleurs, des choses différentes, là, il y a vraiment pas de doute. Donc ça, c'est une notation, tu me disais, donc tous les arbitres vont recevoir la même pièce. Tout à fait. Tous les ans, on en reçoit une. Ok. Et il faut faire en sorte de ne pas la perdre, Pas la parce que si on la perd, on se retrouve un petit peu embêté. Donc, Ok. Et qu'il y a le badge FIFA. ouais. T'en reçois un tous les ans, je vois qu'il y a l'année dessus, tu le reçois. T'en reçois un seul, t'en reçois plusieurs. On en reçoit 4. 4. Voilà. Donc Ok. on en reçoit 4 par an. On reçoit donc la pièce. On reçoit les cuissons donc FIFA, Ok. qui sont accompagnés donc de 2 cartons, donc un jaune, Un rouge. un rouge. Et voilà. Et donc c'est tout ce qu'on reçoit en termes de. En termes d'émotion, on n'a pas une petite particularité quand on a un carton rouge, un peu de pression, adrénaline, je sais pas. Non, Non. il n'y a pas de particularité par rapport à ça. T'as déjà eu, toi, par exemple, des cas difficiles à gérer, des moments d'agitation sur le terrain? Quand on est arbitre, on a souvent des Forcément. moments d'agitation sur un terrain, mais voilà, on se prépare à Ouais. gérer tous ces événements. Donc, Ok, vous êtes habitué à faire face à ce genre de situation. Un crayon lambda, hôtel-restaurant. Pas de crayon FIFA cette fois-ci? non, par contre, c'est vrai que le crayon, on n'a pas de Dotation. Non, on n'a Ok. pas de dotation particulière, donc chaque arbitre est libre de prendre ce qu'il veut. Encore un équipement iconique de l'arbitre, c'est le plus iconique, le sifflet. Ouais. Là, c'est pareil, tu choisis, t'es doté, t'as un sifflet Alors, fit. donc moi, la chance que j'ai, en fait, c'est que j'ai reçu ce sifflet-là De lors l'UEFA. de ma nomination, en fait, en tant qu'arbitre international. Ok. Donc, j'ai effectué, en fait, un stage UEFA. On m'a remis, en fait, ce sifflet-là. C'est pour ça que, comme tu peux le voir, il y a le petit logo De UEFA, l'UEFA. en fait, Ok. qui figure sur le côté. Le dernier équipement que je vais aborder, ça va être la montre. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Tu m'as dit que c'était une montre connectée, donc ça, c'est la montre temps, du coup, Tout à fait. différence avec celle de la Gold Line. Est-ce qu'il y a les stats aussi dessus? Comme tu peux le constater, donc c'est une montre de la marque Polar. Ok. Et l'avantage de cette montre, c'est qu'elle nous permet en fait de calculer toutes les performances sur le terrain et également lors de nos entraînements. Ok. Et on doit envoyer en fait toutes nos données à nos coachs qui nous suivent à distance. Ok. Donc on sait aujourd'hui que maintenant les joueurs sont de plus en plus suivis statistiquement. Ouais. Vous aussi, vous avez un suivi de statistiques, Oui, de tout à fait. kilomètres, tout ça. Tout à fait. Donc la montre, elle permet en fait d'effectuer ce suivi à distance Ouais. par les coachs. Ok. Et de temps en temps, en fait, on a un point qui est effectué avec nos coachs respectifs. Donc là, ça y est, on avait vu tout le panorama des équipements techniques, on va dire, de l'arbitre. Est-ce qu'on va pouvoir passer aux équipements textiles, chaussures, etc. Et Ouais, avec plaisir. c'est parti. Hop, alors. Donc ça, c'est ma petite pochette qui me permet d'avoir mes maillots à l'intérieur. Ok. Donc ça, c'est le petit sweat en fait qu'on porte lors de l'échauffement. Échauffement. Voilà.
pareil, un peu différent des joueurs de foot. Vous n'avez pas toute une panoplie d'échauffement, toute une panoplie. Non, on essaie d'avoir une couleur qui est sobre. Ouais. Voilà. Donc ça c'est le t-shirt d'échauffement, voilà, qui est fourni par la fédération, par l'équipementier également Nike. Donc ça c'est le short, short d'arbitre avec la petite poche derrière pour mettre le carton rouge, etc. Voilà. Ça d'ailleurs il y a une poche pour chaque carton. Alors après c'est chaque arbitre voilà, qui a ses préférences. Moi en l'occurrence j'aime bien avoir le carton rouge à l'arrière. D'autres arbitres aiment bien l'avoir dans la poche. Parce qu'on entend souvent à la télé les commentaires, oh non il met la main. Dès qu'il met la main derrière c'est que c'est mauvais signe. Le maillot, donc ça en l'occurrence ça sera le maillot que je porterai cet après-midi. Donc là on voit qu'il n'y a pas de badge. Le badge c'est vraiment un badge autocollant. Tout à fait. C'est scratch, c'est... Tout à fait. Donc en fait le badge on va directement le coller avec du gold dessus. Ok d'accord. Voilà. Et on l'enlève à la fin du match. Particularité aussi, il n'y a pas forcément de sponsor pour les arbitres, si ce n'est la Poste. Tout à fait, voilà. Donc là il y a le logo La Poste donc, qui figure sur les deux manches. Et on a également donc, le logo de la Ligue football professionnel. Voilà. Moi j'ai une question par rapport à la Poste justement. Est-ce qu'en tant qu'arbitre, vous avez par exemple des événements, des choses comme ça? Est-ce que la Poste met des choses en place pour vous? La Poste c'est un partenaire. Donc une fois par an on est convié aux journées de l'arbitrage. Voilà, donc ça c'est le maillot manche longue. J'ai également la même chose en manche courte. Voilà. C'est ce que je voulais te poser comme question. Les joueurs eux ils ont plusieurs maillots par match. Vous avez un maillot pour toute la saison, vous avez un maillot... Alors, nous, en fait, on a un maillot de chaque couleur. Donc, on a 4 couleurs. Manche courte et manche longue. Donc, voilà. Donc, après, c'est sûr que si le maillot est abîmé, on a la possibilité d'en redemander un. Mais on n'a pas un maillot à chaque match, comme les joueurs peuvent l'avoir. Ouais, manche courte, manche longue. Comment ça se passe? C'est toi qui choisis? Oui, alors la couleur, en fait, elle est choisie directement par la fédération. Et nous, en fait, on a le choix sur soit on porte des manches courtes, soit on porte des manches longues. Ça dépendra en fait du temps et des préférences. T'as une préférence? Moi, me concernant, en fait, je porte jamais de manches longues. À l'opposé de Griezmann, donc. Voilà, c'est ça, exactement. Et pour finir, donc voilà, donc il y a la paire de chaussettes. Donc assortie à la couleur du maillot. Donc c'est toujours short noir, haut et bas de short noir et haut et bas de la même couleur. Les chaussettes, on voit beaucoup de joueurs par exemple qui coupent leurs chaussettes pour jouer avec des chaussettes antidérapantes juste en dessous. Est-ce que tu as déjà vu des arbitres qui le faisaient? Non, nous concernant, non. C'est pas une chose qu'on fait. Je pense que voilà, certains joueurs le font pour essayer de faire tenir en fait les protèges tibia. Et nous concernant, on ne porte pas de protège tibia, donc on n'a pas la nécessité d'effectuer ça. Donc là, on va passer au moment le plus intéressant selon nous, ça va être tes chaussures de foot. Juste avant de parler de celles que tu portes actuellement, on aimerait revenir sur certaines chaussures que tu as portées au long de ta carrière, des chaussures un peu étranges entre guillemets pour un arbitre. Donc je vais commencer avec la première. Donc la première paire qu'on a remarquée, c'était celle-ci. Une paire de Nike Mercurial, c'était ton premier match en Ligue 2. D'accord, ok, à Clermont-Ferrand, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est quand même assez surprenant de voir un arbitre en Mercurial. Comment ça se passe pour le choix de vos chaussures? Le choix de la chaussure, c'est libre à chacun de prendre ce qu'on souhaite. Moi, ce qui me plaisait avec cette chaussure, c'était le côté assez discret, parce que voilà, elle était toute noire. On avait la petite virgule Nike sur le dessus. Mais voilà, le critère, c'était la discrétion, parce que c'est ce qu'on nous demande. Il y avait aussi le côté confort et la légèreté en fait de la chaussure. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis orienté sur cette paire. Alors justement, c'est une question que tu abordes, c'est très intéressant de dire que vous devez être sobre. Vous avez l'obligation de porter des chaussures noires ou vous pouvez... Je pense que ça ferait un petit peu tâche de voir un arbitre avec des chaussures rouges, jaunes ou une autre couleur. Donc ce qui est recommandé pour l'arbitre, et c'est ce qui est souvent utilisé, c'est la chaussure en fait toute noire, de marques différentes, mais il faut qu'elle soit au moins noire. Donc c'est recommandé, mais c'est pas interdit par exemple de porter des chaussures de... Pas interdit, mais je pense que voilà... On le voit rarement, on ne peut pas dire jamais. Justement, je te disais que c'était surprenant de voir un arbitre en Mercurial. Toi, c'est quoi ton rapport aux équipements de foot, aux chaussures de foot plus particulièrement? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Écoute, moi, la chaussure de foot, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui me permet d'être dans une posture de confort dans le match. Donc moi, le critère principal de sélection, ça sera surtout le confort et la performance sur le terrain. On passe à la deuxième paire. Hop. Premier match en Ligue 1, celle-ci. Une paire de Tiempo. Donc là encore du noir avec un peu de couleur.
Comment ça se passe? On a le choix de choisir sa marque? Ou est-ce qu'on doit par exemple porter du Nike quand on est arbitre Ligue 1 parce que la fédération est sponsorisée Nike, du Adidas en Europe? Comment ça se passe? Concernant les chaussures, les arbitres sont libres de porter ce que l'on souhaite. Donc là, en l'occurrence, avant de connaître la chaussure WizWedge, moi j'étais orienté sur la marque Nike. Okay. Et donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, je porte uniquement la chaussure WizWedge. Okay. C'était un choix personnel, Nike, c'était une marque que tu préférais par rapport à Adidas? Je trouvais que Nike proposait des chaussures beaucoup plus légères que Adidas. Okay. L'esthétique entre un peu en compte quand même en tant qu'arbitre aussi? Oui, l'esthétique, ouais. Le critère de couleur, le critère esthétique et le critère performance, c'est les 3 critères importants pour que... Comme tu me disais, le confort, ça reste primordial, ça reste le plus important. On continue. Dernière paire, on t'a vu jouer aussi avec celle-ci. Une Adidas Predator montante. Exact. Ouais, tout à fait. Pareil, c'est très rare de voir jouer un arbitre avec des chaussures montantes. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors cette paire, en fait, c'est une paire que j'utilise plus sur les rencontres internationales. Parce que ce qui est recommandé, c'est de porter la marque Adidas. Et voilà, donc là, c'était pareil, le critère confort, le critère performance. Et le côté full black avec les petites bandes blanches. Que je trouvais sympa. Et donc du coup, la petite chaussette, t'en as pensé quoi? La chaussette montante? La petite chaussette, elle était assez discrète du fait que en règle générale, on a les chaussettes noires. Donc ça se voyait quasiment pas. Pouvoir passer maintenant à ta paire. Tu joues en WizWedge? Tout à fait. Moi, je joue pas, j'arbitre avec. T'arbitres, pardon. Je vais te laisser les sortir, nous les montrer. Alors, donc voilà, donc la chaussure, elle se présente comme ça. Ça, WizWedge, c'est une marque qu'on connaît bien chez Footpack, que tous nos abonnés ne connaissent peut-être pas. Nous, c'est une marque qu'on connaît bien avec une particularité. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu? Ouais, je vais vous les présenter. Donc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je me déplace toujours avec 2 paires. Au cas où, si j'ai un problème avec une paire, que je puisse avoir un secours. Donc voilà, donc la chaussure, elle se présente comme ça. Donc, je vais te présenter l'intérieur de la chaussure. Donc, en fait, il y a la possibilité ici de mettre une semelle qui absorbe les chocs. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi avec les autres chaussures. Sur le critère performance, le critère récupération. Voilà, et surtout, tout à l'heure, je t'ai fait part qu'on avait une journée de prévention de blessures. Moi, le sentiment que j'ai en fait avec cette chaussure, c'est que le lendemain de la rencontre, le lendemain de la séance athlétique, j'ai la sensation de ne pas m'être entraîné et j'ai pas de petites douleurs, de petites courbatures. Donc voilà, donc c'est vraiment un modèle intéressant. Donc petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas forcément, WizWedge a été développé par un podologue qui a fait le constat que les chaussures de foot n'avaient pas évolué du tout, elles étaient restées très plates. Et ce qui était dommage parce que c'était ce qui pouvait amener à des blessures. Donc il y a eu l'idée de mettre une sorte de petite semelle à l'intérieur, comme une petite talonnette dans le bout de la chaussure pour créer un drop. Donc comme sur les chaussures de running, on va avoir un talon plus surélevé par rapport à l'avant de la chaussure, et ce qui va permettre une meilleure absorption des chocs, comme tu le disais, une meilleure récupération et de ressentir moins de fatigue, jusqu'à 30-40% moins de fatigue après un match. Donc voilà, donc la chaussure elle se présente comme ça. Et la talonnette. Avec la talonnette qui va bien, qui permet, je pense, voilà, d'absorber les chocs. C'est la particularité de la chaussure. Tu nous as dit que tu venais avec 2 paires à chaque fois. Tu fais une distinction de crampons, moulés, vissés ou pas du tout? Non, j'arbitre toujours avec les crampons et je mets jamais en fait de vissés. Les arbitres qui le font, tu sais peut-être? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Toujours en moulé, vous n'avez pas besoin forcément des... Non, en règle générale, non. Les mêmes appuis, on va dire. Ouais, voilà, tout à fait. 2-3 petites questions encore sur tes chaussures. C'est du cuir de veau, c'est vendu comme étant hyper confortable. Toi, tu as testé des chaussures en cuir, des chaussures en synthétique. Qu'est-ce que tu préfères? Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc avec cette chaussure, moi j'ai la sensation de ne pas m'être entraîné, de ne pas avoir de fatigue musculaire et surtout de pouvoir réenchaîner les performances. Donc voilà, donc je la conseille. La fréquence d'usure d'une paire, combien de temps tu fais une paire à peu près? Concrètement, moi je dirais que j'utilise à peu près 2 paires par an. Donc, beaucoup moins que les joueurs de foot. Beaucoup moins, C'est intéressant à savoir aussi. Donc ça va être tout pour cette paire. Encore une fois, merci à WizWedge qui nous a quand même mis en relation et c'est très, très sympa de leur part d'avoir permis de réaliser ce nouvel épisode de Vide ton sac. Maintenant, j'ai quelques questions aussi d'un point de vue règlement, donc de mon ressenti de joueur et de ressenti des gens de notre communauté qui ont plusieurs questions. La première, ça va être au niveau des crampons vissés. Donc là, j'ai des crampons Smart Power, c'est des crampons qui ont été développés un peu comme les chaussures, elles permettent de réduire la fatigue, elles permettent d'avoir une meilleure accroche et elles permettent même de courir un peu plus vite. Donc ça, c'est la petite anecdote. En revanche, à la base, c'est des crampons de rugby.
Moi, j'ai essayé de jouer avec. L'arbitre m'a refusé d'entrer sur le terrain avec ces crampons-là. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Est-ce que toi, tu as déjà refusé des crampons? Est-ce que tu peux me dire pourquoi ils auraient été refusés? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau professionnel, c'est les arbitres assistants qui vérifient les équipements des joueurs. Le critère en fait qui va être pris en compte, c'est le critère de sécurité. Est-ce qu'il y a un potentiel danger de l'intégrité physique de l'adversaire en cas de tacle, en cas de semelle? Et ce qu'on peut constater avec ton crampon, c'est qu'il y a quand même une partie qui peut être dangereuse pour l'adversaire. Donc je pense que que le collègue arbitre n'a pas voulu prendre de risque. Et je pense que j'aurais fait la même chose parce que essaye de passer ton doigt dessus. On peut constater que si tu reçois une semelle, ça peut faire mal. Ça peut faire un peu plus mal que les crampons classiques. La sécurité est plus importante. Le deuxième équipement dont je voulais te parler, je t'ai déjà parlé un peu, c'est les chaussettes de performance. D'accord. Donc des chaussettes avec des pastilles anti-dérapantes juste en dessous. Ça permet donc une meilleure adhésion dans la chaussure et ne pas te sentir cette sensation un peu désagréable du pied qui glisse dans la chaussure. On voit beaucoup de joueurs qui coupent leurs chaussettes et qui viennent mettre une chaussette de ce genre en dessous. En revanche, ce qui est déconseillé, c'est par exemple de mettre une chaussette de performance blanche sous une chaussette bleue. Ça peut être interdit par l'arbitre. En revanche, en Ligue 1, encore une fois, on voit des joueurs qui le font. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu sur ce point de règlement, par exemple? Nous, ce qu'on demande aux joueurs, donc avant le coup d'envoi et avant qu'un joueur pénètre sur le terrain, donc lors d'un remplacement, par exemple, c'est que cette chaussette soit de la même couleur que l'autre partie de la chaussette. Donc, il n'y a pas d'interdiction concernant la découpe. Par contre, on leur demande de rajouter du sparadrap ou quelque chose de la couleur blanche. Donc, la vérification, elle est faite avant le coup d'envoi, elle est faite avant sa rentrée sur le terrain. Après, l'arbitre vérifie pendant que le jeu se déroule. Des fois, il se peut que le sparadrap, le scotch, parte et que l'arbitre soit moins attentif à ça. Donc une autre question justement sur la vérification, des choses qui changent pendant le jeu. On demande souvent quand on rentre sur le terrain de voir le maillot dans le short. Oui. Or après on voit que ça s'aperçoit directement sur le terrain, les joueurs enlèvent le maillot du short. Oui, parce que ça se fait naturellement. Je pense que naturellement, quand un joueur joue, son maillot sort du short. Donc, Et est-ce que tu sais c'est quoi justement l'origine de cette règle de devoir avoir le maillot dans le short quand on rentre? C'est une bonne question. Très bonne question. Je ne connais pas l'origine. Certainement, peut-être que ça permet à l'arbitre de détecter lorsqu'il y a un tirage de maillot. Automatiquement, le maillot sortirait du short. Donc, ça peut être ça, je pense. Ouais, ça peut être ça. Dernière question sur le règlement. Les protèges tibia G-Form, donc c'est des protèges tibia qui sont plats comme ça, rien l'excès de la chaussette, et ils sont vraiment flexibles, vraiment mous. Donc c'est une technologie brevetée. En fait, les molécules qui composent le protège tibia se recentrent au niveau et à l'endroit de l'impact lorsqu'il y a un impact justement pour se durcir et protéger le joueur. En revanche, pareil, il y a des joueurs qui ont déjà été interdits de rentrer sur le terrain avec des protèges tibia comme ça. D'accord. Je peux te dire par rapport au protège tibia, c'est que on doit avoir un degré de protection suffisant permettant à la sécurité du joueur. On ne sait jamais s'il y a un tacle ou quoi que ce soit. La sécurité du joueur, c'est la responsabilité de l'arbitre. Donc si l'arbitre estime que le degré de protection n'est pas suffisant pour la sécurité du joueur, l'arbitre peut refuser au joueur de jouer avec ce protège tibia. Toujours question sur les protèges tibia. On voit beaucoup de joueurs, Memphis notamment, qui jouent avec des chaussettes très basses et on a l'impression qu'ils ont quasiment aucun protège tibia. Donc on sait que c'est obligatoire. Mais est-ce que tu as déjà vu des protèges tibia, toi, un peu étranges ou tout petits, où on entend même la légende du bout de carton au protège tibia? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible parce que l'arbitre et l'arbitre assistant vérifient avant le coup d'envoi. Donc est-ce que tu as déjà arbitré par exemple Memphis? Oui. Est-ce que tu peux confirmer qu'il a des protèges Alors, tibia? je peux vous confirmer à 200% qu'il porte des protèges tibia comme les autres joueurs. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que toi aussi ça t'a plu et que tu as passé un bon moment. Écoute, j'ai passé un très bon moment. C'était une rencontre enrichissante et c'était un plaisir de pouvoir vous permettre de découvrir tous mes équipements. Bon, écoute, en tout cas, merci. Nous, on a eu réponse à toutes nos questions. C'était vraiment, comme tu l'as dit, très enrichissant. On remercie la FFF de nous avoir mis aussi en relation, en plus de WizWedge. Maintenant, dernière tradition dans un vide ton sac, l'échange de maillots. On a un maillot pour toi, le maillot du Footpack FC. D'accord. Hop. Est-ce que toi, tu peux échanger un petit maillot? Oui, je vais vous donner le maillot du match de ce soir que je vais utiliser. Donc, ça sera la couleur jaune. Par contre, ça sera le manche longue que tu ne portes pas du coup. Et moi, je porterai le maillot manche courte. Je crois que je suis prêt. Je vais pouvoir le porter, peut-être même me convertir à l'arbitrage. Donc voilà, merci pour cet échange encore. Merci pour cette participation. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.